Donc, dans le cadre de cette table ronde sur les camps, villes et territoires, qui prolonge un peu, me semble-t-il, le débat qui a déjà été ouvert ce matin, nous allons nous arrêter sur les 4 contributions suivantes. Celle, tout d'abord, de Alain Abouzaki sur l'histoire et le devenir du camp de Shatila, au Liban. Ensuite, celle d'Agnès de Geoffroy, à propos du sort des déplacés de l'agglomération de Khartoum, dans le contexte de l'indépendance du Sud-Soudan. Suivie de celle d'Hélène Thiollet, à propos d'un réseau régional de camps de réfugiés érythréens dans l'est du Soudan. Et enfin, celle de Bram Jansen sur le camp de Kakuma au Kenya. Alors, j'ai choisi cet ordre parce que il me semble qu'on va, dans ces 4 exemples, on va du plus urbain, du plus urbanisé au moins urbanisé. On va aussi des lieux les plus ouverts au lieu qui, me semble-t-il, reste le plus fermé, celui de Kakuma. Et c'est donc dans cet esprit que j'ai choisi cet ordre. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un rapide tour des lieux des 2 premiers articles. Je vous poserai des questions, vous y répondrez, si vous voulez, et on reprendra après avec les 2 autres articles. Alors, avant de vous interroger, je constate que dans tous les cas, il s'agit de lieux d'implantation d'importantes concentrations de population sur des espaces relativement réduits qui immédiatement interrogent sur la problématique de la ville. Ces hors-lieux, comme les appelle Michel, que je préfère à l'expression de non-lieux, autrefois employée par Marc Auger, s'apparentent-ils à des villes et peuvent-ils en avoir, au moins partiellement, les fonctions? Alors, dans tous ces papiers, il y a des caractéristiques communes. Ce sont des installations de longue durée, voire de très longue durée, comme c'est le cas pour Shatila. Ce sont des lieux d'intense circulation, qui nuancent singulièrement la notion d'enfermement associée généralement au camp de réfugiés. Et tous ces lieux participent à l'urbanisation du monde, mais la question qui reste posée est celle de leur pérennité dans le temps. Or, de ce point de vue, la prise en compte de la localisation de ces camps dans leur environnement local, régional et national est essentielle dans la mesure où elle conditionne largement la pérennisation de ces lieux. Alors, à propos du papier sur Shatila, ce qui moi m'a interpellé, c'est que d'abord c'est un camp qui est l'emblème des camps de réfugiés palestiniens dans l'exil, et pourtant, avec la reconstruction du début des années 90, Shatila aurait perdu de sa palestinité, comme vous dites, et par conséquent de son identité. Alors, ce qui surprend, c'est que c'est un camp qui a subi de graves épisodes dramatiques, qui a été plusieurs fois détruit, qui a connu les massacres de 1982. Et aujourd'hui, on constate que la population palestinienne ne représenterait plus qu'une bonne moitié, disons, de la population totale de Shatila. Alors, ce qui me semble poser problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est donc un camp reconstruit à diverses reprises, mais c'est devenu un camp méconnaissable, très densément peuplé, qui s'est élevé en hauteur, qui a multiplié les étages, comme souvent, mais qui accueille aussi, depuis la guerre du Liban, des Libanais, des Syriens, plus récemment, des migrants subsahariens. Et le camp est aujourd'hui complètement intégré dans la ville. Et ce qui pose question, à mon sens, n'est pas tant qu'il n'y ait plus que la moitié des habitants qui soient palestiniens, mais au contraire, qu'il y ait encore des Palestiniens pour y vivre, alors que bon nombre ont migré à l'étranger. D'où une double question. Pourquoi ces Palestiniens restent-ils encore, la moitié de ces Palestiniens? Pourquoi restent-ils encore? Et question qui est peut-être liée, quel est le rôle actuel de l'UNRWA dans le camp de Shatila? Voilà donc pour le premier papier. Pour le second papier, Khartoum
le sort des déplacés et la transformation des camps après l'indépendance du Soudan du Sud, par Agnès Geoffroy. Cet article nous explique comment des centaines de milliers de déplacés originaires du Sud-Soudan ont contribué à la croissance urbaine de Khartoum, capitale actuelle du Nord-Soudan. On comptait 245 000 habitants en 1945, 1 340 000 en 1983, 4 270 000 en 2008. On voit donc, quel que soit le nombre variable de déplacés qu'a pu accueillir la ville de Khartoum, on voit bien comment, incontestablement, ces déplacés ont contribué à l'urbanisation de la ville. Alors, marginalisés, ces déplacés ont d'abord été placés soit dans des camps ou se sont installés dans des périphéries plus ou moins lointaines de la ville. Mais ce que vous dites, c'est que ces quartiers d'habitat plus ou moins spontanés font désormais partie intégrante du tissu urbain. Et il semble que l'indépendance du Sud-Soudan n'a pas changé grand-chose. Et là, c'est la question un petit peu que je me pose. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations un peu plus précises sur les conséquences qu'a pu avoir l'indépendance du Sud-Soudan dans un éventuel des retours des déplacés? Mon sentiment, c'est que les conséquences ont été minimes. Ça s'explique sans doute par le contexte géopolitique actuel qui prévaut entre le Nord et le Sud-Soudan, mais c'est à vous de nous le confirmer. Mon sentiment, c'est que pour la plupart, d'après si je vous ai bien lu, pour la plupart, ces déplacés sont restés. Et cela montre, à mon sens, de manière très très claire dans votre article, à quel point les conflits, et là je voudrais généraliser un petit peu, à quel point les conflits ont joué et jouent un rôle absolument considérable dans l'urbanisation du monde. Quand je dis urbanisation du monde, c'est pas seulement, je pense pas nécessairement et exclusivement pays du Sud. De mon point de vue, là, il y a vraiment une démonstration éclatante de ce processus. Les crises, et pas seulement les crises qui prennent des formes de guerre civile, ont contribué très largement à l'urbanisation du monde. Et il me semble qu'il y a là un gros travail qui reste à fournir et à produire pour, je dirais, documenter cette hypothèse. Voilà, donc là je vous passe la parole à toutes les deux pour essayer de répondre à ces deux formes d'interrogation et on passera après aux deux articles suivants. Merci. D'abord, comme vous l'avez dit, moi j'ai essayé dans cet article de revenir sur l'histoire du camp de Shatila, qui est un camp très connu, très célèbre malheureusement dans le monde à cause des massacres de Sabra et Shatila qui ont été commis en 82. Ce que j'ai voulu à travers cette histoire du camp, c'est vraiment insérer l'histoire sociale, politique et urbaine de Shatila et des camps de réfugiés finalement palestiniens en général au Liban dans une histoire plus large qui est une histoire libanaise, régionale et palestinienne évidemment. Et en fait finalement le camp, si on a beaucoup parlé de l'enfermement, des camps comme des lieux fermés, bien sûr ce sont des lieux fermés, mais peut-être aussi dans le cas de Shatila, des camps au Liban en général et même du Liban, le problème c'est que ce sont des espaces qui ont du mal à vraiment se fermer d'une certaine manière, donc on a toujours des influences de l'extérieur et il y a tout de suite des répercussions sur les bouleversements qu'il y a dans la région à un niveau très local et c'est ce qu'on a vu à Shatila depuis la fondation du camp à partir de 1949 jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, pendant la période du conflit libanais, entre 1975 et 1990, et plus particulièrement après 82 pour Shatila, où le camp est devenu vraiment une caisse de résonance des différents conflits au Liban et dans la région. Et c'est à partir de là aussi où on a vu ces grandes vagues de migration, de départ du camp de Shatila, que ce soit vers d'autres camps,
qui étaient plus sûrs à l'époque, ou d'autres quartiers, à Beyrouth ou au Liban en général, ou aussi vers l'étranger, surtout en Europe, d'ailleurs notamment au Danemark, en Suède, en Allemagne. Juste, vous avez parlé de ce manque de palestinité que j'ai évoqué dans le camp. En fait, c'est pas moi qui dis que ce que je vois aujourd'hui à Shatila, c'est un manque de palestinité, que le camp de Shatila aurait perdu son identité palestinienne, son caractère palestinien, parce qu'il n'y a que la moitié de la population qui est palestinienne actuellement. En fait, j'ai repris un discours qui est très présent dans le camp, et tout de suite, c'est dès qu'on rencontre quelqu'un, c'est « Ah, tu vois, ce camp, ce n'est même pas un camp. On ne peut même pas appeler ça un camp palestinien. Ça, c'est devenu une sorte de regroupement. » Ou sinon, on va avoir aussi dans les autres camps de dire « Le camp de Shatila, c'est le pire camp du Moyen-Orient. » Ça, je vous répète des choses que j'ai entendues. Et finalement, après, quand on creuse plus, ce qu'on voit surtout, c'est... parce que si on cherche, on commence à s'intéresser à cette question d'identité du camp, on part du principe comme s'il y aurait une identité pure qui était passée et qu'aujourd'hui, ce serait fini. Et finalement, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais qu'est-ce que ça nous dit de la situation actuelle? Et finalement, moi, je l'ai vu comme ça nous dit qu'il y a un mal-être qui est évident dans le camp, et surtout une sorte de... qu'il y a un sentiment de ne plus être maître de la situation, de rien. Cette situation est apparue après la guerre du Liban, et elle s'est accentuée. Et là, d'ailleurs, on le voit avec l'arrivée, l'installation des Syriens et des Palestiniens de Syrie à Shatila, et c'est vécu comme un débordement à tous les niveaux. Donc, après, quand vous me dites pourquoi est-ce que les Palestiniens, dans ce cas-là, restent à Shatila, j'ai un peu de mal à penser à cette question, à répondre en fait à cette question, parce que j'ai du mal en fait à comprendre même pourquoi est-ce qu'on devrait penser pourquoi ils restent. C'est ça, ça veut dire s'ils sont déjà dans le sens où déjà il y a eu quand il y a eu l'idée de partir ou de rester, souvent ça n'était pas en fait à l'origine d'un choix. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à penser en termes pourquoi est-ce que les gens restent déjà. Peut-être si vous pouvez... Alors je vais préciser ma question. Oui, oui. Dans la mesure où une bonne partie de la population palestinienne a quitté le camp, la question implicite que je me posais, c'était de savoir si ceux qui restent le faisaient faute du capital social, économique et autres, leur permettant de trouver des alternatives au maintien dans le camp. Donc, d'où ma question subsidiaire. Est-ce que le rôle de l'UNRWA peut-il jouer dans cette configuration? D'accord. Alors, je pense que à Shatila, comme au Liban en général, il y a une volonté de quitter le pays. Les Palestiniens, bien évidemment, encore plus que les Libanais, en raison des conditions de toute la discrimination dont ils font l'objet. Maintenant, si ils ne sont pas partis, c'est effectivement... Maintenant, c'est l'idée, partir du camp pour aller où, en fait? C'est-à-dire, si c'est pour aller à l'étranger, oui, mais maintenant, ça devient très difficile, finalement, d'obtenir des papiers, de pouvoir sortir du camp. Mais on a eu tout de même... mais évidemment qu'il y a une volonté de partir, et d'ailleurs, il y a eu des tentatives d'aller rejoindre l'Europe. D'ailleurs, Nicolas Puig en a parlé tout à l'heure, dans la première table ronde, et il a écrit pas mal de choses sur ça. Mais ce départ ne marche pas, et souvent beaucoup de personnes, comme il a montré, se voient en fait sont obligées de revenir dans le camp. Par contre, il y a quand même des personnes qui sont parties, et là c'était pour avoir de meilleures conditions, mais en dehors, juste en dehors du camp, et non pas
à l'étranger, c'est ceux qui avaient des moyens financiers déjà, plus que d'autres, pour pouvoir le faire. Et souvent, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes ont commencé à louer leurs appartements à l'intérieur du camp, ou à construire des étages aussi à leurs immeubles et à vendre certains étages pour pouvoir vivre à l'extérieur. Donc, et par rapport... Oui. Non. Non, le rôle de l'ONURWA, vous vouliez... en fait, mais c'était le rôle de l'ONURWA, en fait, par rapport au fait de rester ou de partir. L'ONURWA n'a pas vraiment de rôle, en fait, à ce niveau-là, par rapport aux migrations qui peuvent... Mais il n'y a pas l'ONURWA ne fournit pas une assistance alimentaire, médicale ou autre qui permettrait de justifier que ces réfugiés restent dans le camp? Bon, pour ce que fournit actuellement l'ONURWA au niveau de tout ce qui est de ce qu'on appelle les vivres, aujourd'hui, c'est vraiment, ça concerne quelques familles et bon, et ce n'est pas lié en fait uniquement à l'emplacement dans le camp. Ça veut dire on peut quand même vivre dans d'autres quartiers de la ville et avoir aussi accès à aux aides de l'ONURWA. Et est-ce que finalement l'assistance, ça serait l'idée, est-ce que l'assistance de l'ONURWA serait un facteur pour rester? Non, non. Mais par contre, il y a des personnes qui vont à l'étranger, qui restent inscrites à l'ONURWA pour toujours bénéficier des aides. Merci. Agnès, vous pouvez peut-être prendre la suite. Donc, sur le cas de Khartoum, je vais prendre vos deux questions dans le désordre. Je vais commencer par essayer de répondre à cette question de lien, conflit ou crise, plus largement, et urbanisation dans le cas soudanais. Et ensuite, effectivement, revenir sur les conséquences de l'indépendance sur à la fois les implantations durables, les gens qui restent, et les mouvements de retour. Juste par rapport aux discussions qu'on a depuis hier sur la forme du camp, on a évoqué effectivement que c'était des formes très, très diverses. Dans le cas de Khartoum, peut-être des spécificités qu'il faut souligner. On est dans le cas de déplacés internes et non pas de réfugiés, ce qui signifie quelque chose en termes d'intervention internationale et de mandat de protection des organisations internationales. Donc sur des déplacements internes qui ont été à la fois motivés par des conflits armés, des violences, et à la fois par des cycles de catastrophes naturelles, que ce soit sécheresse, famine. Donc il y a vraiment eu plusieurs vagues. Effectivement, vous donniez les chiffres d'urbanisation galopante de l'agglomération de Khartoum au cours des 50-60 dernières années. Effectivement, on peut lire les différentes phases de saut d'urbanisation à travers justement ces cycles de catastrophes. Dans les années 70 avec sécheresse, famine, les années 80 avec le conflit nord-sud qui a déplacé massivement des populations. Fin des années 80-90, c'est les monts Nouba, 2000, c'est le Darfour. Donc on a une succession de crises et de conflits qui déplacent des populations et qui convergent vers Khartoum, mis à part le cas du Darfour qui est un petit peu particulier de ce point de vue-là. Alors ce qui donne, pourquoi je dis que les camps sont un peu particuliers au niveau de Khartoum, il y a 4 camps formels qu'on appelle officiellement des camps. Ce sont des camps qui ont été créés au début des années 90, qui ont été créés à la marge de la ville dans le désert, et le désert assurant quelque part une protection quasiment aussi efficace que des murs ou des barbelés. Donc à l'origine, on est dans cette création de camps très extérieurs à l'agglomération, et avec ces phénomènes d'urbanisation extrêmement rapides, bien évidemment, la ville rejoint le camp et l'absorbe d'une certaine façon. Alors, effectivement, c'est un cas d'urbanisation assez abouti, en fait, dans le cas des camps de Khartoum, d'autant plus que depuis les années 2000, il y a eu des mesures justement de légalisation de ces camps,
Et par légalisation, qu'est-ce qu'on entend? On entend découpage de parcelles, destruction, démolition, destruction des camps, découpage de parcelles et attribution de ces parcelles en propriété privée. Donc là, on est vraiment dans une dissolution, une absorption assez aboutie du camp par la ville. Là où c'est assez intéressant, justement, sur cette question crise, conflit, urbanisation, c'est de voir comment ces phénomènes d'absorption, en fait, se répètent et se manifestent à travers le temps. En fait, il y a toujours de pair, avec ces phénomènes d'absorption ou de rejet, il y a toujours de pair un système de tri, un peu, de tri social opéré par le politique. Et par exemple, au moment de la constitution des camps, parallèlement, il y avait la constitution d'autres lieux. En tout cas, il y a eu clairement une volonté politique de trier les déplacés qui étaient déplacés par un conflit, donc majoritairement des gens du Sud et du Kordofan, des Monts Nouba, d'autres populations déplacées par les sécheresses, les famines qui arrivaient d'autres régions du pays. Et donc là, il y a eu un tri social, tribal, communautariste, ou je ne sais pas comment il faut le formuler, de mettre dans les camps les sudistes et les gens du Kordofan, et dans d'autres lieux dédiés, d'autres types de migrants et de déplacés. Donc là, c'est intéressant, et dans les phases récentes, à nouveau, on se retrouve avec ces légalisations des camps, on se retrouve à nouveau dans des phénomènes de tri, quelque part, de ces populations, de savoir qui va réussir à obtenir une parcelle sur place, parce que c'est extrêmement convoité, ou alors qui va être rejeté à nouveau plus loin, en marge dans le désert, et où là, on a vraiment un phénomène de front pionnier et de défrichage opéré par ces migrants précaires. Donc ça, c'est un élément de réponse sur la conséquence de l'indépendance. Donc là, du coup, la conséquence de l'indépendance, ce serait principalement pour les populations du Soudan du Sud, de ce qui est aujourd'hui le Soudan du Sud. Il y a eu un retour de population qui a été assez massif quand même. Je ne veux pas citer de chiffres parce que de toute façon les chiffres sont tellement soit gonflés, soit dégonflés, soit bref. En tout cas, ça a été massif, hein, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc il y a vraiment eu différentes phases de retour, avec des retours, ça c'est très intéressant, il y a eu à la fois des phases de retour spontanés, des retours organisés, des retours qui sont presque contraints en fait au moment justement de la fin de la période de transition et de la déclaration du vote d'indépendance, du référendum et de la déclaration d'indépendance en 2011, avec une contrainte et une pression qui se fait quand même de plus en plus forte. Donc il y a eu tout un phénomène de retour. Il y a eu des phénomènes aussi, suite à l'indépendance, de gens qui sont du coup allés se regrouper dans des terrains vagues de la ville, en campement spontané à nouveau, et réclamant l'appui, le soutien pour un retour au sud. Donc la reformation, pas de camp, mais de campements spontanés en fait, suite à 2011. Donc ça, c'est une chose. Et bien évidemment, la situation au Soudan du Sud a mis très peu de temps à se dégrader, et à se dégrader extrêmement profondément et violemment, avec la formation là, de camps au Soudan du Sud. Maintenant, c'est terrible, à la fois de camps de réfugiés, à la fois de camps internes au Soudan du Sud. Il se trouve que j'étais à Khartoum la semaine dernière. Effectivement, ce dont on parle énormément à l'heure actuelle, c'est le retour de Soudanais du Sud, qui était, ça devient compliqué en termes de terminologie, mais qui étaient partis rentrer au Soudan du Sud et qui reviennent au Soudan, à Khartoum. Alors là, c'est un peu compliqué, parce que si on discute des statuts, ça devient extrêmement compliqué avec la frontière qui a été délimitée, alors que des populations qui étaient avant déplacées, du coup, ne sont pas labellisées réfugiés, celles qui sont toujours au Soudan, à Khartoum. Le code de la nationalité n'a pas encore été bien non plus déterminé. Donc là, on est dans des situations qui sont extrêmement fluctuantes, extrêmement mouvantes, et avec toutes ces populations du Sud-Soudan au Nord-Soudan, dans une situation de limbe un peu... Voilà, pour répondre brièvement. Merci. Mais
Dans les deux cas, j'ai à vous lire, et ça vaut aussi en partie pour votre papier, Hélène Thiollet. Je me demande si, au fond, cette forme du fait d'une certaine dilution de ces populations dans l'espace urbain, du fait aussi probablement d'une certaine mixité, ou en tout cas mélange des populations, j'aurais tendance à, enfin je ne sais pas si ça va être de la provocation, mais j'aurais tendance à penser qu'on est dans une forme de désencampement plutôt que d'encampement du monde, dans la mesure où on se rapproche de configurations urbaines, spatiales, qui ne sont de moins en moins éloignées de celles qu'on peut observer dans les capitales partout dans le monde, et y compris en France, avec ce qu'on appelle maintenant la problématique des quartiers. Donc voilà, enfin, c'est une question que je ne cesse de me poser après avoir lu l'introduction de Michel Agier et puis vos papiers. Alors donc dans le prolongement de cette réflexion, oui. Je vous interroge d'abord et après on avisera. Dans le cas du réseau de camps érythréens dans l'est du Soudan, j'ai un peu le sentiment que c'est une situation intermédiaire entre les deux précédentes et puis celle du camp de Kakuma qui me semble être, lui, encore assez exemplaire, quoi qu'on dise, du camp de réfugiés tel que l'opinion publique en général se l'imagine. Intermédiaire dans la mesure où ces camps sont situés dans une région relativement peuplée, nous dites-vous, dotée d'un réseau de villes. Je n'en connais pas la densité, mais vous évoquez un certain nombre de villes, qui constituent autant de pôles d'attraction, ainsi que de grandes exploitations agricoles dans lesquelles les réfugiés pouvaient trouver du travail. Ce qui frappe dans votre étude, c'est que ces lieux de concentration de réfugiés, tout au moins ceux qui subsistent, parce que certains ont été fermés, d'autres ont été au contraire consolidés, on a le sentiment qu'ils se sont progressivement transformés en des lieux de normalité que plus grand-chose ne différencie des autres lieux habités de la région. Donc ça sera à vous de me dire si je me suis trompé. Et donc, d'une certaine manière, là aussi, cela questionne quelque peu la thèse principale de l'ouvrage, tout au moins celle de Michel, quant à l'encampement du monde, comme dans le cas d'ailleurs observé à Shatila et à Khartoum. Au passage, je note que vous faites une référence à une sécheresse qui a également, donc autre forme de crise, qui a provoqué la sédentarisation des nomades et qui, donc là aussi, renvoie à ce processus général d'urbanisation. La seule question plus précise que je pourrais avoir, c'est que vos données semblent relativement anciennes. Enfin, vous parlez, je crois que les données les plus récentes évoquées datent de 2004, donc je voulais savoir s'il y avait eu une évolution sensible, à votre connaissance, par rapport à cette période déjà un petit peu lointaine. Merci de vos questions. Les données de l'enquête s'échelonnent entre les années 60 et 2007, en ce qui concerne par exemple le nombre de réfugiés érythréens comptés. Donc ça, c'est les données que j'ai utilisées et j'indiquais qu'aujourd'hui, on avait encore une population, là encore, les chiffres, comme le disait Agnès, sont à prendre avec des pincettes, mais en fait, d'un peu plus de 200 000 personnes dans la région. Donc ça, c'était des données que je donnais dans le texte. Et pour revenir sur votre première remarque, l'orthogonalité potentielle du travail que j'ai fait dans l'Est du Soudan avec la thèse de la diffusion progressive de modes d'habitat, de sociabilité encampée, il ne me semblait pas que j'allais contre cet argument, mais que je regardais à l'échelle de cette micro-région, toutes les formes extrêmement diverses que peut prendre le camp dans son historicité. C'est-à-dire que
la particularité de ce travail, mais aussi d'autres travaux dans le livre, c'est de regarder des vieux camps ou des vieilles situations d'installation et d'encampement. Et ce qui a été intéressant, c'était de regarder ces camps qui ont été créés dans les années 60, en gros. Et donc, je donne un peu l'histoire de toute cette création institutionnelle sous l'égide du HCR, avec l'appui du gouvernement soudanais et en association avec des organisations militantes érythréennes. Et de regarder ce qui se passe au début des années 2000, quand le Haut Commissariat aux réfugiés dit « Ah, ben c'est fini, on s'en va, tout va bien, les réfugiés érythréens ont maintenant un État érythréen indépendant depuis 91, donc c'est bon, on va tout enlever. » Et c'est à ce moment-là qu'on voit que la forme camp, l'encampement, n'est pas une réalité purement administrative et coercitive, c'est aussi une réalité administrative et coercitive, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi un fait social dur, statistique et représenté, dirait Durkheim, qui résiste à la volonté rationnelle légale du HCR qui fonctionne un peu comme un substitut d'État dans la région. Donc, quand je regarde différents camps, des camps qui restent des camps, c'est-à-dire des lieux fermés, l'exemple dans l'étude, c'est le camp Kilo Setawashin, enfin le Kilo 26, je ne sais pas si on voit Kilo 26, oui, au nord, pas très loin de Kassala, qui s'appelle Kilo 26 parce qu'il est à 26 km de la route qui relie Kassala et Chouac. Kilo 26 reste un camp très isolé dans une zone désertique, donc proche de ce que disait Agnès des camps périphériques de Khartoum, qui avait vocation à alimenter des projets agricoles dans la région. Quand on regarde en revanche Kishmet-Gerba, qui est le camp de l'autre côté de la route, là on a un autre type de camp, un camp qui était très proche d'un village, donc qui était beaucoup moins isolé, et qui a fini par rentrer en symbiose avec le village, ce qui ne veut pas du tout dire, et j'espère que c'est clair dans le texte, que le camp a disparu. Les deux espaces restent clairement distincts, un peu comme le disait Ala pour Shatila. On sait qu'on est dans le camp quand on est d'un côté du village, et on sait qu'on n'est pas dans le camp quand on est de l'autre côté. L'habitat est le même, il n'y a pas de grille, il n'y a pas de barbelé, mais il y a une distinction des fonctions sociales différentes, certains marqueurs spécifiques. Les populations, malgré certaines formes d'interaction et de mariage, par exemple, etc., sont distinctes. Donc il y a toute une typologie en fait de différents camps qui ne disparaissent pas. Et c'était intéressant de voir que malgré la tentative d'éradication par le haut, par le HCR, de ces camps, ils ne disparaissent pas, ils perdurent. Un autre exemple, c'est un exemple proche de celui que tu as regardé à Shatila, qui est le camp d'Assotrib à Port-Soudan, qui est un camp urbain et qui a été, là encore, rattrapé par la ville. Et on peut regarder en photo satellite le tracé des rues spécifiques du camp, on le reconnaît quand on regarde la ville d'en haut. Donc ce sont des formes de résilience en fait de la forme camp qui sont expliquées par plein de phénomènes politiques, économiques, mais qui restent une partie intégrante et structurante de cette région, structurante économiquement, structurante socialement et structurante politiquement, parce que les activistes érythréens pendant la guerre de libération et les activistes érythréens aujourd'hui, c'est-à-dire les opposants avant à l'État éthiopien colonisateur et aujourd'hui les opposants à la dictature d'Isaias Afewerki en Érythrée, sont associés ou reliés ou alors en antagonisme avec les groupes politiques indépendantistes soudanais autour de la région de Kassala, qui sont eux opposés au gouvernement de Khartoum. Donc il y a des phénomènes de socialisation politique, des phénomènes d'interaction économique à plein de niveaux qui font fonctionner en fait une région avec cette réalité camp qui n'a pas disparu. Voilà. Merci. Donc on va passer au
au dernier papier relatif au camp de Kakuma dans le nord du Kenya. I sent you some comments 2 days ago, I think. So you could maybe you could comment this. Okay. But before I would like to make some comments. Okay. Bon, il se trouve que le camp de Kakuma est un camp dans lequel j'ai séjourné de nombreuses reprises pendant les années 95 de 1995 à 1998, comme d'ailleurs dans les camps de Dadaab déjà évoqués. Et donc je le connais assez bien et je ne suis pas sûr d'être aussi optimiste que vous quant à l'évolution de ce camp. C'est le sens de mon propos. Donc vous faites une invitation finalement à ce que le lecteur moyen change la représentation qu'il peut avoir des camps de réfugiés en tant que lieu d'exclusion politique, économique et sociale. Donc s'agissant du camp de Kakuma, je partage évidemment cet avis, dans la mesure où effectivement le camp, même dans les années 98, enfin fin 2000, s'était très largement consolidé. Il a été créé en 1991. C'était d'une certaine manière urbanisé et s'y était développée une vie extrêmement active, attirait également les populations turkana autour du camp lui-même, donc créant une sorte d'économie informelle entre les Turkana et les réfugiés, à base notamment d'échanges, de trocs divers et variés. Mais là où je suis moins d'accord avec vous, c'est lorsque vous avancez que Kakuma ne serait, et je vous cite, ni plus ni moins qu'un lieu de vie, et vous terminez même votre article en disant que peut-être que dans 20 ans, on n'y verra plus, ce sera une localité comme une autre. Et de ce point de vue-là, je ne peux pas être d'accord avec vous dans la mesure où où il faut prendre en compte la localisation de ce camp dans une zone terriblement hostile, terriblement chaude en hiver, en février. Les températures y dépassent les 50 degrés. C'est un milieu extrêmement sec. Les possibilités de développement agricole sont quasi nulles, à part une certaine forme de pastoralisme que pratiquent d'ailleurs les Turkana. C'est donc une énorme concentration humaine, plus de 100 000 habitants, au milieu de nulle part, donc dans une zone où les densités de population sont inférieures à 5 habitants au kilomètre carré. Et donc, cette énorme concentration humaine, de mon point de vue, constitue une anomalie. Et le problème, c'est que pour l'instant, c'est évidemment une anomalie qui semble durable. Ceci étant dit, je pense qu'elle n'est durable que tant que l'assistance humanitaire est là pour assurer la durabilité et la viabilité de ce camp. En d'autres termes, on oublie un peu parfois qu'il y a des camps qui disparaissent, et je ne suis pas sûr que s'il y avait des opportunités de développement et de paix au Sud-Soudan, je ne suis pas sûr je suis même assez convaincu que le camp pourrait disparaître en quelques semaines, voire quelques mois. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez connu Kakuma à cette époque, mais dans la fin des années 2000, s'est créé un camp dénommé Kakumatu, qui a par la suite complètement disparu, enfin été fermé. Donc ma question est la suivante, elle est simple. What do you think about the future of this camp? Thank you for the question. I received the question and the comments previously, and my French is very rudimental, so I'll answer in English. Well, it's probably the hardest question you can ask, but I would like to comment on your reference to the camp as an anomaly, or une anomalie. And I wonder how long we can call a place like this exceptional or an anomaly. Not the exceptional
as in a state of exception, but as in an odd thing. And you continue with the question, can a camp like this become sustainable? But I'm not sure what that means. I think it implies that we, or you in this case as a commenter, but obviously this is a general question as well, have a almost teleological idea of what a camp should become, or what life should look like. And we are still stuck in the images of dependency and the necessity of aid. And actually I want to question that completely. And I think if we step out of the camp and look a little bit broader about intervention, and look at interventions or look at humanitarian programming that increasingly over the years becomes embedded in the political economy of the Kenyan state, and specifically in Turkana, but obviously in many other places as well, that we may see interesting comparisons. For instance, if you go around in Turkana district, we find that almost all the hospitals are missionary hospitals, primarily from Italian groups. If we look at, also in Kakuma town, the original town around which the camp was built, or next to which the camp was built, there is a hospital preceding the camp, which is staffed, paid for, and managed by a missionary society. If we look at primary education and even secondary education in the wider region around the camp, up to 200 kilometers outside of it, we see that there is a large foreign management of those basic services. So the question whether this is sustainable as a camp, we could also turn that around and ask if this is in fact a zone in the world that is effectively managed by a humanitarian or an aid or an international conglomerate of vague organizations that act and may even include missionary groups or missionary societies. And the camp is just one other manifestation of that. And when it becomes protracted and it takes on these characteristics of an urban site, the only difference is that it is an explosion of that normalization. It is a compressed urbanity. Alex de Waal calls it like that. So I find the question about the place as an anomaly very difficult. You are right that Kakuma is a very, maybe a unique camp in the sense that it is very multinational and multi-ethnic. It holds more than 9 different national groups and numerous ethnic groups. And over time they shift. So it is a protracted camp that maybe not holds a protracted population per se, but it holds different groups of people over time. When the peace agreement was signed in South Sudan, then at that time still Sudan, a large group of Sudanese went home. The void in the camp was filled by an influx of Somali people, and then the war in eastern Congo intensified and Congolese started flocking in, and then the war intensified in South Sudan again past December, and they started coming back. So also this sort of fluctuating population that is socially and culturally diverse makes that this place is an oddball, but at the same time this is something that has been happening for 22 years. So can we still call it an anomaly? And the other question that was raised in the earlier session was, where are the refugees in this forum? And that maybe applies to this as well, because who is actually calling this place exceptional? Who is calling this place an anomaly? I wonder if a South Sudanese who has a family member somewhere in Khartoum, somewhere in Kampala, and somewhere in Kakuma, and he himself migrates between these different places, would call a place like this, that has been in his maybe cosmology for the past 22 years also, exceptional? Or has it become part of a local human landscape that is simply an opportunity to also go to if times call for it, for instance, if children need education or if you need healthcare? Or, as was also raised in the previous session, if as a rebel movement you need a hideout, or you need to store some wounded soldiers to recover. That has become something that is part of that
that region and that environment. In the wider sort of pastoralist belt of northern Kenya, there are estimations that for the coming 20 years, the World Food Programme will need to step in on a yearly basis to feed a growing pastoralist Turkana population. And food aid, this comparison is interesting as well. Food aid, in this sense, is normally not associated with the refugee camp per se. These are separated programs, these are separated funding trails, these are separated projections. But if food aid like that becomes part of the political economy of that part of the state, that marginal area of, well, we can call it a fragile part of the state, or a fragile state altogether. If that food aid becomes part of the livelihood of people, so elementary, and starts to impact on how pastoralists migrate. They move in periods of drought, they move to distribution centers or to villages where this aid is accessible. Then why would that be very much different for a refugee camp? The only question that remains is, are we politically willing to sustain these necessary places? Maybe they are indeed necessary evils of some sort, necessary, and that then is another question, right? You ask about sustainability. People in the camp show that if they get the little means to maneuver or to negotiate access to resources or to maneuver in this informality. For instance, it's not allowed to travel according to the Kenyan government policy of encampment, yet on a daily basis there are buses going to Nairobi back and forth with people that travel anyway. So what is formal, what is informal, what is in between also plays a very large role, but that's probably a different question. The question about sustainability is that since I started studying this camp, every year when the yearly funding cycles arrive, UNHCR would say we are running out of funding and we are experiencing cutbacks. Yet the camp is still there, the camp is actually growing, bigger than before, and we hear these stories, but I'm not recalling any period where there was simply no food available, or where basic services were scaled down, other than maybe a political move to try to persuade people to return home. But this lack of funding is halfway between a form of humanitarian marketing or a political move. But it seems to me that there is no indication that camps like this will not be able to survive, be that somehow dependently on aid in the coming future. But that applies to a lot of public services or state-like functions in that whole region. So why not that camp? Well, and I would actually argue, also as a research agenda, to try to deviate or try to dissociate from that teleological idea of what a place like this should become. Right? We associate it with urbanity, but what our image of urbanity might be very ethnocentric or Eurocentric. What actually is being produced in a situation like that can also be analyzed or described on its own accord. And I think if we do that, then we see that there is a form of, well, in this little unique site globe, a form of humanitarian management of populations, very intimately. I think Mark Duffield calls it a radicalization of aid, right? Aid actors that start to mingle with marriage practices and belief systems and education and so on and so forth, and norms and values. But that has become normal. That's the whole argument. And I think we see that in multiple places around the world, but we can still not dissociate from that image that we have of what a place should become, or if it does not, then it should disappear, or it should go away. You also say in your question, I don't know how much time I have, is that an option or a solution for this place could be if peace is restored in South Sudan. I think, do I get the question right like that? That if there is peace in South Sudan, that people can return home. I think the recent history of South Sudan, Sudan, Congo, and that wider region since independence shows that there are, at any given time, pockets of revolt, pockets of insecurity emerging and shifting through that whole region. So also that idea of a sustainable peace in South Sudan, I think, is maybe
for the short time, a very optimistic idea, which would contribute to the fact that there is actually a logical necessity for a place like this. Be they Somalis flocking in, be they Congolese, be they South Sudanese, be they Ethiopian. It is a sort of, a last resort maybe, but while so, it also becomes an emerging property. It becomes an urban-like area. Well, whatever that urban then is. Thank you. Justement, votre dernier propos sur cette forme, cette perception assez pessimiste de ce qui se passe en Afrique centrale, je voudrais quand même la corriger, en tout cas la nuancer. C'est pour cela qu'il me paraît important de prendre en compte, peut-être plus que cela n'a été fait dans l'ouvrage, l'historicité des conflits. Je voudrais quand même rappeler, parce que sinon on reste dans l'afro-pessimisme classique, je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu un certain nombre de conflits en Afrique qui ont trouvé une solution plus ou moins heureuse et qui ont abouti à la fermeture de camps de réfugiés et au retour de réfugiés. Alors c'est un fait que la situation ne revient jamais comme celle précédant la guerre, mais je voudrais rappeler que le conflit au Mozambique a été une longue histoire, mais il n'y a plus de conflit au Mozambique, que la guerre civile en Angola a également cessé. Certes, le Libéria est aujourd'hui, comme l'a rappelé Achille Mbembe hier, dans une autre forme de crise, mais la guerre civile au Libéria, au Sierra Leone, sont des guerres civiles qui appartiennent au passé. Donc ceci simplement pour rappeler qu'il y a quand même parfois des solutions qui aboutissent, et donc je voudrais nuancer l'impression en tout cas que j'ai de cet ouvrage et de l'avant-propos, c'est qu'on serait dans une logique d'encampement croissant du monde, et je pense qu'il faut la questionner au regard des crises politiques et de leur évolution. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. Je suppose qu'on a un peu de temps pour donner la parole à la salle, donc s'il y a des questions. Ta question, Luc, à Hala, il y a un certain étonnement. Il cache certain étonnement. Pourquoi le Norrois, je veux dire, quel est le rôle de le Norrois dans Chatila? Je veux dire, Hala a répondu, toi tu as répondu, je veux dire, le Norrois, il offre des services, etc. Mais justement, je veux dire, il faut vraiment questionner, penser en dehors de out of box. Et justement, je veux dire, pourquoi le Norrois ne prend pas d'initiative pour résoudre le problème de Chatila, qu'il n'y a pas de l'eau, qu'il n'y a pas d'électricité, que aider certains jeunes qui ne trouvent pas le travail pour avoir des migrations plus saines et sauf que via la mer. Justement, je veux dire, nous, chercheurs, vraiment, il faut pousser dans cette direction. On a vu, par exemple, qu'en fait, ce n'est pas un cas désespéré, le Norrois. Au Liban, il y avait un directeur qui vient du UNHCR, donc Lambardo. Il a fait des choses qui n'étaient jamais faites au Norrois. Il a passé tout le temps à aller au gouvernement libanais pour négocier. Alors le directeur suivant, c'est un diplomate suédoise qui a jamais mis les pieds, je veux dire, qu'il a décidé, moi, service providing, je le fais et c'est tout. Donc c'était un setback, un recul terrible. Donc en fait, justement, je veux dire, le Norrois, il faut démystifier cette fantôme souveraineté et la pousser, etc. Sinon,
je veux dire, on ne comprend pas pourquoi le Nord est là et ce camp, il passe de pire en pire. And I think I agree with you on the issue of yes, we should think how UNHCR is coordinating with food program or not coordinating with the food program, delivering aid to the camps, and what is the consequence. I mean, to think how international organization can push the camps into to become more open and to facilitate this movement toward to be more integrated in host country. Yeah. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit par rapport à l'UNRWA, que évidemment, comme dans votre présentation ce matin, c'est pas l'UNRWA se cache derrière, en tant que UNRWA institution comme ça, se cache derrière des noms, certains des noms, et finalement comme ce que vous avez donné, Camp Service Officer, et en fait après on découvre que c'est directeur du camp, par exemple. Bien sûr, et aussi un autre point que c'est important, on parle souvent de l'UNRWA en tant qu'institution, comme si c'était une seule personne, donc l'UNRWA fait, l'UNRWA pense, et finalement c'est une institution qui est formée de plusieurs individus, et effectivement à un moment donné, un directeur va vouloir faire à partir de sa trajectoire passée des choses, changer certaines choses dans les camps, et il va y arriver autant qu'il peut, et d'autres ne vont rien faire. Et bien sûr que l'UNRWA a un rôle maintenant, comme aussi vous l'avez montré, c'est que on ne peut pas non plus tout mettre sur l'UNRWA. C'est pas l'UNRWA qui tient les camps, qui peut... c'est pas un État dans les camps non plus. C'est que les camps, c'est des lieux très complexes où on a... énormément d'acteurs qui interviennent, donc que ce soit par rapport à l'eau, l'électricité ou n'importe quel service. C'est-à-dire, même si l'UNRWA doit se charger de ces services, il faut toujours qu'il y ait des négociations avec d'autres acteurs. Et ça, vous l'avez très bien montré dans tous vos écrits, bien sûr. Ouais. D'autres questions? Yes, maybe very short. What I would find interesting is how camp management, which is a collaborative effort maybe with UNHCR, NGOs and the Kenyan government in this case, could open up a camp for local entrepreneurship or local aid. Food aid is only one thing, but what is fascinating in Kakuma, I think, is that a lot of nomadic pastoralist people from that region over the years started to settle down around the camp and sedentarized effectively. So they are referred to as dropout pastoralists, and the numbers are very difficult, but recent numbers indicate that something between 70 or 90,000 Turkana nomads may have settled around the camp that officially holds around 100,000 people. Now, I don't believe those statistics really, but it indicates that there is maybe employment or a camp economy emerging in which these nomads find employ, and they bring their cattle and goats, and in that sense contribute to the feeding of the camp. And actually agencies could jump into that tendency, and I think you also tried to suggest that this might contribute to the development of northern Kenya as a wider area. So, yeah. I'm Michael. I work with MSF in Paris, the research center. First, my remark, I found the presentation very reassuring and refreshing, and I thank you for that, because they enter in discussion with somewhat a Foucauldo-Agambinim radicalism that is not always translated into the reality that you observe in the camps. And you've been talking about the social and political reality of these sites, and I think it is extremely valuable to consider that
there is life beyond the bare life of the camp world that we've been talking about probably since yesterday in the first sessions in particular. So thank you for that. My question now is in relation to the new UNHCR policy that hasn't been discussed here, I think, which is quite interesting. It's the no camp policy. So UNHCR has been thinking for a few years now to make camp disappear, to work on how integrate the refugees in the host communities in order to facilitate the livelihoods, the sustainment of the refugees. And of course, this has obvious positive aspects and dynamics into it, but I also wonder how much the dissolution of the camps could translate into a disappearance of the political existence of the refugees as such, making the solidarity networks that we've been talking about more complicated. And also how that could translate into a greater difficulty to access those people for protection and assistance. And third point, in the case of Dadaab actually, how much the Kenyan government itself would be willing to push for the dissolution of the camp as to make the refugees problem disappear as a whole. Thank you. Very interesting questions indeed. The first one is intriguing. It sounds a bit, as I read it, as a self-apology. I think it was raised in the speech in the morning that over the years UNHCR has actually contributed to the camp model, suggesting it as an effective mode of aid delivery or whatsoever, and now looks into itself and says, is there an alternative? Yet simultaneously, from that same organization, there are suggestions that camps like this can actually represent a fourth durable solution, in addition to local integration, third country resettlement, or repatriation, being that they indeed develop and hold some sort of capacity for life. So I'm not sure what that means, but that switching to the question after that, it would, in my opinion, entirely depend on the host nation. And I think we've seen in Burundi some while ago that they dissolved the camp because the local political arena allowed it to happen. And I think in Kenya, it has all to do with the Somali population that needs to be contained because it is seen as a danger and not only a potential spillover of the current conflict in Somalia, but that refers back to the 1960s or so when there was a Shifta war in which that, as was discussed earlier, part of Kenya, that northeastern province which used to be part of the British Somali territories in the colonial times, that has this aspiration of separation or of, well, you know, to create its own entity, if you will. So the UNHCR statement, I think the first they should show or deliver before they claim this, because I'm not sure what it actually means in reality. And the second question means that I think the role of UNHCR then becomes a little bit too big in suggesting how refugees should be hosted. I think it's the host country that actually does this. So, yeah. And the question in the middle, I would enjoy coming back to that later. I think what happens to the image or the political construct of the refugee if UNHCR starts to advocate a no-camp policy, but it's a little bit of a different question. I just wanted to piggyback on what you just said. I think it's the interesting thing about Gutierrez and this recent, let's say 4 years declaration about the no-camp policy is actually emblematic of how UNHCR has designed its discourse and policy making since the 1950s. And I had a series of interviews with UNHCR officials and people who have been involved in that. And
when you look at the data, 60% of refugees and displaced are not in camps. I mean, it's been the case forever. So it's only we're talking about 30% of the total displaced population. But this reality that has been going on forever, since it was even larger, the proportion was even more, was even bigger for spontaneously settled or urban settled refugees before, is something that UNHCR has denied for a long time. For the reasons that you mentioned, it's easier to write your call for the fundraising papers when you can identify a space, people, infrastructures, a number of food stuff that you're going to deliver. So it was a lot about the administrative doability and presentational politics of UNHCR. And when you talk to UNHCR officials, I'm thinking about Jeff Crisp or people like that, they actually say that it took a lot of time to the administrators to acknowledge the fact, to acknowledge politically the fact that the reality was not about the camps. And so basically it's an acknowledgement rather than a forward, a revolutionary discourse. But it of course raises the case of, is it going to plunder fundraising? Is it going to lower the number of, of dollars that you get in your pocket? Is it going to be less attractive and appealing to states if you don't have the camps? And, local states and local institutions might want to keep people at bay and control them. So that's going back to the geopower or whatever Foucauldian, thing that we want to think about. Oui, en fait, je voulais réagir à ce que disait Luc avant de lancer le débat et qui rejoint en fait là la discussion sur effectivement alors la question du désencampement quelque part. Est-ce qu'on est dans une dynamique par exemple de désencampement au Soudan? Clairement, il y a un désencampement par la destruction, donc pas justement par l'évolution, l'ouverture, mais il y a eu vraiment par la destruction. Et on se retrouve, ça poursuit les discussions, ou ça illustre les discussions d'hier plutôt. On se retrouve dans une situation où effectivement on n'a plus de territoire. En revanche, il y a toujours les mêmes dynamiques, et voire même accentuées, de ségrégation, d'exclusion, de discrimination. Avec des populations, par exemple pour les Sud-Soudanais au Soudan, qui ne peuvent plus travailler, puisqu'ils n'ont plus de statut juridique, ils ne peuvent plus travailler formellement. Alors bon, il y a l'économie informelle, heureusement, mais donc ils se retrouvent quelque part dans une situation d'exclusion encore plus forte qu'à l'époque où on avait ces espaces dédiés, cette espèce de cloisonnement spatial, de confinement. Et on se retrouve, alors au-delà effectivement des questions de financement, et qui sont des vraies questions, parce que la machine fonctionne aussi comme ça, c'est évident, on est dans une vraie question aussi de l'alternative au camp et de la question de la protection, de populations qui deviennent complètement invisibles dans le tissu urbain. Et dans le cas du Soudan, on peut parler des Soudanais du Sud, mais très clairement actuellement on a le cas des populations Nouba, du Kordofan, on a des cas du Nil bleu, du Darfour aussi qui arrivent, et qui sont des populations qui sont dans une vulnérabilité extrême, une insécurité et un déficit de protection extrême, qui se retrouvent à habiter chez le voisin d'avant, le cousin, donc qui reposent sur des réseaux de solidarité, mais qui sont déjà extrêmement précaires. Donc, d'accord, on va être sur le moyen, sur le long terme, on va être dans une dynamique, dans une évolution d'intégration dans la ville qui sera certainement beaucoup plus aboutie qu'à travers le camp. Mais en revanche, là, sur la question du temps présent, de l'actuel, on est sur un vrai déficit, en tout cas, de réponse en termes de protection. Merci. D'autres questions? Une question tout au fond. J'en profite pour... il y a une réflexion qui m'est venue hier pour dire qu'il y a une modalité qui n'est pas prise en compte dans l'ouvrage et qui mériterait réflexion, je pense. C'est la situation de la bande de Gaza, dans la mesure où Gaza abrite un certain nombre de camps de réfugiés et où, dans une large mesure, on peut également considérer que la bande de Gaza comme un tout est également un camp. Voilà, je ferme la parenthèse.
Et donc, la question... You were talking before about the identity of camps. Well, for me, the identity means something created by people. So when you have camps where people fluctuate, where you have different influxes of culture, who creates this identity? Is it by the local who live in it, or by the ones that govern it? And this identity, doesn't it become a stigma for later interaction with the existing population? Oui. Your question is who produce the identity, and if this identity then essentialized, yes, but no. What? Okay. Becomes a stigma for reintegration afterwards. Okay. This identity that they form in the camps, the way they act, doesn't it block them afterwards to rejoin the natural flux of population? I think that we can't identify who creates the identity, meaning that there's not someone who creates the identity. It's a mix of many factors, and in the Palestinian case, in Lebanon, for example, you have the PLO who, when the PLO arrived in the camps, they tried to produce this Palestinian political identity, but it was based on already existing values and cultures, etc. And regarding if this is then essentialized in a way the people, I think what essentialized them most now, and I was thinking about it during the first round table, is from the beginning we are talking only about refugees, and not about people. And maybe, yes, before being refugees or Palestinians or another thing, they are individuals, and then, of course, they identify themselves to things, but sometimes, of course, the institutions, political parties, they, of course, put this, yes, stigma on the groups. Yeah. May I also? Yeah, are we all for? Yes. I supervised a student who went to South Sudan. I was also doing research in South Sudan after my this study on the camp, and tried to follow up together with her some of the people who came from camps and that, say, had lived there for 10 or 15 years, went back to Sudan and tried to reintegrate. I think that's also your question, right? What happens with people that have been in camps, subjected to this bio-governance of emancipation and education and so on. And there it turned out that actually those people that came from camps back to South Sudan were maybe better integrated than those who never left. And that is somehow also a little bit of a turnaround, at least in my thinking it was. And it turned out that, for instance, obtaining an NGO job or obtaining a job with some business that started in South Sudan after independence, in which overnight almost the official language turned into English, that skills like this, education like this that was provided in camps, created a sort of skill for the returnees. And this is only one thing, this is an educational thing, but brewed in that sort of urban environment of that camp where all these people came together, a lot of things changed for these people. So I think it's a very good question, and
if you put a Somali nomad and a Congolese car mechanic together for 10 years, what do you get? And this is without UNHCR, without NGO, but this is just simply people reacting upon each other, going to school together, playing football together, playing pool together, watching movies. There was a very interesting hip-hop group, almost like the Wu-Tang Clan. Maybe you've heard of this. It's like a band of youth that would come together and create songs and do performances in Lingala, in French, in English, in Swahili, in Somali. And they all started to sort of, mingle with each other. A very fascinating mixture of people, that was. Maybe the one thing that stands out when I think about your question is that the system of aid demands people to fit certain categories of vulnerability. So one of the main problems that I would say that constructs like this have, that camps like this have, is that at some point everybody is a victim of sexual violence, of one form of political harassment, of food insecurity, of having been a child soldier, and whatnot. And then it becomes a little bit shady, because what then is identity? Identity is constructed in relation maybe to the environment that people are in, and that means, in my experience, at least to some extent, that the insecurity narratives of vulnerability are shady, at least. So that's one of the things that I think are really constructed in camps, that people need to be vulnerable and people need to present themselves as such, and we need to really criticize that. Just maybe to add up to that, there are cases, and obviously the Palestinian case is one, but also not as known or famous, the Eritrean cases, of very politicized exiles. So not all exiles are acutely politicized. In the case of the Palestinian case, I might be wrong, but for a long time, the Palestinian refugee identity has not been a stigma. It's been a source of prestige, and it's been a resource in terms of access. Not only access to whatever UNRWA can give you in terms of food, but also access to spaces. It's been a way to access residency in Syria, in Egypt, in Jordan. So it was also, there were also sources of, resources. And it's the same for the Eritrean diaspora on a milder level and not as famous level. It's been a resource to be a refugee, and still today, not only the refugee camps, but also the neighborhoods where you have Eritreans in Sudan, but also in Yemen, in Jeddah, and in Riyadh, in Saudi Arabia, or in Cairo, in Egypt, in Kufra, in Libya, or in other places, can be resources. And if you identify yourself as an Eritrean, you will get into some solidarity networks. So I'm not saying it's good, I'm saying it has. It depends on the context. No. Encore des questions ou... Non, je ne vois plus de bras se lever. Donc nous allons clore la séance en remerciant encore une fois les 4 contributeurs pour la qualité de leurs travaux et de leurs réponses. Merci à vous.